Si vous le voulez bien, on va maintenant entamer un petit survol, parce qu'on n'a pas le temps de plus, des expériences de terrain. Pour ça, on va mettre en place alors une table ronde qui, franchement, bon, d'habitude, c'est pas toujours très très rond, les tables rondes, mais là, je pense qu'elle le sera encore moins que d'habitude. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de vous y associer. Vous êtes déjà exprimé, mais je pense que ce qui serait très bien, c'est qu'on voit vif comme finalement une des expériences de terrain qu'on va présenter cet après-midi, et donc qui sera soumis au flux des questions des internautes après, dans la dernière demi-heure. Donc là, on va avoir, donc après vous, 5 témoignages. Merci beaucoup. Un témoignage sur l'expérience de la restauration collective. Puis on aura 2 entreprises du secteur industriel et enfin, on aura 2 organisations professionnelles. Pour tous, évidemment, c'est la même question. C'est comment vous appropriez-vous cette affaire, ce sujet de la taille des portions. Et finalement, qu'est-ce que vous en faites? Bien sûr, si tant est que vous en fassiez quelque chose, mais nécessairement, vous en faites quelque chose. Et après, on essayera au cours de cette dernière demi-heure de nourrir une discussion sur les questions qui restent en suspens avant que je puisse conclure cette journée. Alors, je vais demander, en remplacement de Marilyn Huck, et je l'en remercie, qui a été empêchée il y a très peu de temps d'ailleurs, je vais demander à Nathalie Négro, que vous avez vue ce matin, et donc je ne représente pas, elle est diététicienne, elle nous vient de Bride-les-Bains, c'est ce qu'on a dit ce matin. Et donc je vais vous demander si vous voulez bien me présenter finalement ce que vous connaissez du sujet de la taille des portions en restauration collective. Je n'ai pas dit, vous avez à peu près 6 minutes. Oui. Donc je vais me faire le porte-parole de Marilyn Huck et vous parler du GEMRCN. Donc, le GEMRCN, c'est un groupe de travail qui a été créé en 1999 sous l'égide du ministère des Finances. L'objectif de ce groupe de travail, c'était d'aider les acheteurs publics dans leur mission de gestion des budgets pour l'élaboration des repas. Ce groupe de travail a été créé sur appel à volontaires et il a réuni donc différents corps de métier. Il y avait des représentants des sociétés de restauration collective, il y avait des acheteurs publics comme l'armée par exemple, il y avait également des représentants d'organisations professionnelles, des représentants également d'associations de consommateurs. Donc vous voyez un profil vraiment très très large. Et ce groupe de travail a mis au point des portions alimentaires, des règles de fréquence également, classées par densité nutritionnelle. L'objectif, c'était à la fois de s'adresser à la restauration scolaire et également à tout le secteur médico-social et donc le secteur des armées également. Toutes les portions et toutes les fréquences qui ont été définies par le GEMRCN avaient valeur de recommandation. Ce n'était pas un texte de loi. Et par contre, donc, certaines des préconisations ont été incluses dans un arrêté de septembre 2011 suite à la loi de modernisation agricole. Alors, l'objectif du GEMRCN, c'était d'aider donc d'abord les gestionnaires par rapport à la maîtrise des budgets. C'était également d'aider les cuisiniers pour les aider à faire leurs fiches recettes, leurs commandes. Et puis les agents de service aussi, parce qu'on ne sert pas de la même façon, évidemment, en fonction de la typologie des convives, de leur classe d'âge, etc. Et puis le diététicien intervient aussi dans tout ça pour aider à l'équilibre alimentaire, en fait, tout simplement, et puis donc respecter la santé des convives. Alors, ce GEMRCN, il a été beaucoup critiqué, donc que ce soit par des associations comme les ONG, par exemple, qui n'avaient pas participé au groupement, même si, comme je vous le disais au départ, c'était un appel à volontaires.
Et puis, donc, le CCEN, donc le Comité consultatif d'évaluation des normes, a même jugé carrément les portions comme ridicules. Pour autant, aucun de tous les détracteurs du GMRCN n'a jamais été capable de donner d'autres préconisations que celle de donner donc des portions pour pouvoir établir un budget et utiliser à bon escient donc, tous les repas servis en restauration collective. Alors, tout ce qui est fréquence et portions va concerner plus particulièrement les plats et les desserts, donc prêts à l'emploi, et beaucoup moins tout ce qui est fait sur place. Et donc, comme je vous le disais, c'était classé surtout en fonction de la densité nutritionnelle. Par exemple, si on prend les entrées, donc vous allez classer dans les crudités, mettons que vous avez une salade de tomates et de betteraves, vous classerez dans les crudités si vous avez plus de 50% de tomates. Et par contre, s'il y a plus de betteraves, ce sera considéré comme étant un légume cuit. Si vous ajoutez dedans un produit laitier, par exemple du fromage, eh bien, ce sera considéré comme étant la source de calcium du repas si, par portion servie, vous avez plus de 100 ou 150 mg de calcium. Ça dépendra du produit laitier que vous avez ajouté dedans. Ensuite, pour les plats, eh bien, ce que l'on va regarder, c'est surtout pour les plats composés, par exemple un hachis parmentier, le pourcentage de viande ou de poisson, etc., que vous avez mis dedans. Et il faut qu'il y ait au moins 70% de viande, si on garde notre hachis parmentier dedans, pour que ce soit considéré comme étant un plat qui serve de source de viande. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que sur 20 menus consécutifs, il n'y en ait pas plus de 2. De même, pour ces plats composés, eh bien, on va regarder le rapport des protéines sur les lipides pour qu'il soit, dans la très grande majorité des cas, supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on ait toujours plus de protéines que de matières grasses dans le plat. En ce qui concerne la garniture, on va le classer donc soit comme légumes, soit comme féculents, en fonction du pourcentage de légumes ou de féculents. S'il y a plus de 50% de légumes, ce sera plus classé comme un légume. Si c'est plus de 50% de féculents, ce sera classé comme un féculent. Au niveau des produits laitiers, eh bien, on va à la fois s'intéresser à la quantité de calcium, mais aussi à la quantité de sucre simple, c'est-à-dire naturellement présent dans l'aliment, plus les sucres ajoutés, et donc le tout par portion, pas pour 100 grammes, pour déterminer s'il est nutritionnellement acceptable ou pas. Et pour les desserts d'une façon générale, eh bien, si c'est un dessert lacté, on va s'intéresser à la fois au pourcentage de lait, au pourcentage de calcium aussi, et puis donc là encore à la quantité de sucre simple. Alors ça peut nécessiter, comme ça peut être un petit peu complexe, si par exemple vous êtes dans le cadre de la restauration scolaire, vous allez avoir différentes tranches d'âge, ça peut devenir assez compliqué pour les équipes justement à calculer tout ça par rapport aux portions qui vont être servies. Donc très souvent ça nécessite l'aide d'un diététicien. Les repères donc, pour le service par rapport à ces portions, c'est évidemment très important pour le service à table, puisqu'il faut que les agents de restauration sachent quel type de portions ils doivent servir à chaque enfant, et ça a été donc, bien expliqué dans l'exposé précédent. Au niveau du libre-service, donc soit on a un libre-service sans choix, donc on va rejoindre un petit peu le même principe que le service à table, ou alors ça va être présenté en libre accès, et donc là il va falloir que les portions correspondent à la tranche d'âge des convives. Et donc les portions vont être préparées par rapport à une portion moyenne, justement par classe d'âge. Et ce qui va être très compliqué, notamment dans le cadre des self-service, c'est que les cuisiniers vont devoir projeter quel est le type de plat qui va le plus plaire aux convives. Donc, ils vont à la fois partir de leur expérience, mais très souvent, ils projettent leur goût aussi avec. Donc, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Donc, le GMRCN, comme je vous le disais tout à l'heure, il a été beaucoup critiqué et notamment, il a été beaucoup accusé d'être à l'origine du gaspillage alimentaire. Mais en réalité, le gaspillage alimentaire, et notamment en restauration scolaire, il est beaucoup dû à l'environnement du repas. Parce que souvent, on a un temps qui est très contraint. Donc les enfants ayant peu de temps pour manger, mais ils vont aller prioritairement vers ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent leur apporter un maximum d'énergie. C'est-à-dire le plat protidique, donc viande ou le poisson, et puis le féculent. Et ils vont délaisser ce qu'ils connaissent moins, voire qu'ils ne connaissent pas du tout, et puis ce qui, à l'origine, déjà leur amène moins d'énergie, c'est-à-dire les légumes. Ensuite, toujours par rapport à ce gaspillage alimentaire, autre chose à part le temps, ça va être également l'environnement qui est très souvent bruyant. Et ça encourage à manger aussi beaucoup plus vite pour pouvoir sortir de ce cadre.
Et il y a aussi encore un autre point qui est important par rapport au gaspillage, c'est l'encadrement des adultes. Et très souvent, il n'y a pas suffisamment d'adultes pour l'ensemble des enfants. Or, c'est très important pour les inciter à manger et notamment à découvrir des plats qu'ils ne connaissent pas. Il y a une étude qui a été faite par rapport au self, et donc qui est l'étude Self Idéal, qui a montré aussi que plus il y avait de choix et plus on avait de gaspillage alimentaire. Ça, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il va falloir que la cuisine puisse présenter suffisamment de choix du début à la fin du service, donc forcément ça occasionne du gaspillage. Et puis aussi parce que, comme on vient de le dire, en fonction de l'environnement du repas, eh bien, les enfants vont aller prioritairement vers ce qu'ils connaissent et pas tester d'autres choses. Eh bien voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette restauration scolaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nathalie. Je vais demander à Nikta Vagefi de rejoindre le pupitre. Alors, Nikta est docteur en sciences. Elle est directrice nutrition de Savencia. Savencia, c'est un très grand groupe français de l'industrie laitière. Et elle est au sein de ce groupe depuis 2008, après une dizaine d'années de recherche académique. Et depuis 2018, elle dirige la politique nutritionnelle du groupe. Vous avez la parole pour nous dire ce que fait votre groupe en matière de portions. Voilà, donc je suis ravie aujourd'hui pour vous présenter, avoir l'occasion de partager avec vous notre nudge que nous avons appelé Nudge for Mindful Pleasure, donc nudge pour un plaisir raisonné. Deux mots sur la vision de l'alimentation du groupe Savencia. Effectivement, l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, Savencia a lancé #PositiveFood pour proposer et promouvoir une vision positive de l'alimentation. Chez Savencia, nous pensons qu'il est tout à fait possible d'allier plaisir et santé. Il est même nécessaire d'allier plaisir et santé. Nous avons vu avec les présentations de ce matin que le plaisir est quand même très recherché dans l'acte de manger et que le fait d'opposer plaisir et santé n'est vraiment pas un élément qui nous aide à aller vers des comportements de consommation plus sains et plus raisonnés. Donc on mange pour se faire du bien. On ne mange pas pour nous empêcher à nous faire du mal. Donc vraiment, on voudrait inviter tous les acteurs du secteur alimentaire de rejoindre #PositiveFood pour proposer des actions positives et une vision positive de l'alimentation. Nous avons également dédié un volet majeur de notre plan RSE qui s'appelle Oxygène à l'alimentation saine et durable. Donc, ce volet s'appelle Plaisir sain et responsable. Et dans ce cadre-là, nous utilisons donc les deux leviers offre produits et comportement de consommation pour faire évoluer positivement l'alimentation des populations. Donc offre produit avec l'optimisation nutritionnelle, la liste des ingrédients et comportement de consommation. Nous utilisons depuis 2016 la méthodologie Nudge pour aider en fait les consommateurs et les accompagner vers des changements de comportement plus favorables. Je vous présente donc notre Nudge portion qui a été construit avec notre produit En cas de caprice de la marque Caprice des Dieux. Et donc il s'agit de l'ajout de repères visuels de portions sur le produit et ou le packaging pour inciter à une consommation raisonnée. Donc comme vous pouvez voir, En cas de caprice, c'est un produit à format cylindrique, donc très facilement tranchable. Et le packaging se présente au format de languette qu'on tourne pour ouvrir au fur et à mesure le produit. Donc à chaque tour, en fait, il y a une portion de 15 grammes qui est proposée au consommateur. Donc nous avons voulu évaluer l'impact de ce type de packaging et de ce type de format produit, donc, et de voir si ce nudge portion pouvait impacter les comportements de consommation. Donc pour cela, nous avons réalisé donc, une étude, un test de consommation en conditions réelles, à domicile, sur 126 sujets,
Donc il s'agissait de deux groupes, un groupe qui avait consommé un fromage sans repère visuel de portion et un groupe qui avait consommé en cas de caprice. Donc nous avons montré que sans aucun message directif ou aucune contrainte apportée, naturellement, la quantité de fromage consommé à chaque occasion de consommation dans le groupe en cas de caprice diminuait de 13%. Donc nous avons validé que le packaging et le format du produit peuvent jouer un rôle sur les quantités consommées. Nous avons également constaté que les sujets du groupe en cas de caprice déclaraient avoir une prise de conscience générale sur ce que c'est une taille de portion de fromage. Parce que visuellement, en fait, ils voient une portion de 15 grammes, à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, une meilleure prise de conscience de la notion de portion. Ce nudge a été gagnant du prix d'excellence Nudging for Good de 2017. Donc, c'est une initiative européenne portée par AIM, l'Association européenne des marques, donc qui invite en fait toutes les marques à proposer des actions nudge pour accompagner le consommateur vers des comportements de consommation plus favorables et plus raisonnés. Excusez-moi. Donc du coup, en conclusion, nous avons validé que la forme du produit et le packaging sont deux leviers sur lesquels nous pouvons jouer pour justement aider le consommateur à aller naturellement, sans contrainte et sans frustration, sans imposer en fait des limites, pousser naturellement et en douceur, c'est le rôle du nudge, le consommateur vers une consommation plus raisonnée et un meilleur contrôle des quantités consommées. Donc suite à ce nudge, Caprice des Dieux s'engage aujourd'hui dans l'incitation à une consommation raisonnée et responsable. La marque a déployé ce concept de repère visuel sur l'ensemble des produits de la marque. Donc vous voyez ici repère sur les formats familiaux et aussi par exemple Mini Caprice qui est à l'origine un produit de 50 grammes. Vraiment, nous avons changé les visuels du pack et aussi la publicité pour proposer un partage à deux de ce produit, donc 25 grammes par personne. La pub propose Caprice à deux et les visuels du pack aussi suggèrent que le produit est divisé en deux et partagé par deux personnes. Donc maintenant, pour nous, on travaille avec toutes les marques pour essayer de vraiment déployer ce concept de repère visuel sur d'autres marques et aussi d'autres catégories de produits, peut-être élargir par exemple à la crème, au beurre ou même d'autres catégories du groupe. Et en général, nous avons un engagement vraiment dans le cadre de notre plan RSE d'agir et d'accompagner les consommateurs vers des comportements de consommation plus raisonnés et plus responsables. Et le deuxième nudge que nous avons développé, que je ne vais pas présenter ici parce que ce n'est pas en lien direct avec la portion, c'est le nudge fromage et légumes que vous pouvez voir par exemple sur le site kivodufromage.com, etc. Pour en fait promouvoir une consommation encore raisonnée du fromage, mais aussi une assiette équilibrée au respect des recommandations du PNNS et des pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nikta. On voit parfaitement ce que vous avez voulu faire en termes de repères quantitatifs et sans doute il y aura lieu d'en parler après. Alors je vais poser la même question à Sylvie Villemain qui est directrice nutrition chez Nestlé France. Bonjour à tous, je vais enlever peut-être ça. Merci. Alors, la démarche, effectivement, nutrition que nous avons mis en place avec Portion Guidance, parce que, effectivement, groupe international veut dire une appellation à l'anglaise, c'est une démarche autour de la portion, ne date pas d'aujourd'hui. Elle consiste effectivement à améliorer les produits en étant responsable sur la portion, à informer, à côté du Nutri-Score depuis maintenant 1 an. Donc c'est un beau challenge, parce que comme vous le savez, le Nutri-Score résonne aux 100 grammes. Et puis éduquer. Et l'éducation est peut-être le volet sur lequel on essaye de travailler le plus, et sur nos packaging. Parce que finalement, la portion, elle est au cœur de la responsabilité qu'on peut avoir sur les produits. L'idée
et de mettre en place, en fait, autour de cet engagement, des repères visuels très simples sur nos produits. Alors, ça paraît très simple, mais ce n'est pas si simple que ça, effectivement, parce que ça demande un référentiel. Je vais poser ça, parce que je pense qu'on entend bien. Ça demande effectivement de travailler sur un référentiel, et c'est vrai que le GMRCN nous a beaucoup aidé pour poser et guider ces référentiels. On a un système de critères et de profilage nutritionnel qui nous aide effectivement à définir en fait ces portions, mais il n'empêche qu'effectivement, ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver jusqu'au pack et de guider le consommateur. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez abordés ce matin sont extrêmement importants. Comment est-ce qu'on peut favoriser le bon comportement ? Le repère visuel était la piste la plus simple sur laquelle on voulait intervenir. D'une part, en éduquant avec des outils. Vous allez voir qu'effectivement, sur le digital nous a ouvert beaucoup de portes sur ce plan-là. Et on a développé tout un système d'information autour de l'assiette qui permet de visualiser, en fonction de l'âge, les portions réservées à chaque tranche d'âge. Le premier message, je dirais, à faire passer, c'est effectivement faire prendre conscience qu'on ne donne pas la même quantité à un enfant, à un parent. Ça paraît très simple, mais quand un produit s'adresse à la famille, qu'il est cuisiné pour la famille, on cuisine jamais uniquement pour un enfant, sauf pour les tout petits, ça c'est un point clé. Donc comment guider déjà sur les quantités destinées aux enfants et aux parents. Ça a développé un certain nombre d'outils qui sont présents donc sur le site de Croc-on-la-Vie, qui est notre plateforme multimarque et qui propose finalement des repères visuels. Donc c'est interactif. Vous allez déterminer en fait quel type de plat, un petit déjeuner, goûter, dîner, etc. Plat principal, on va dire, principalement. Et ça va orienter, montrer en fait au sein d'une assiette, visuellement, quelle est la place que prend l'aliment. Alors, l'assiette est une assiette la plus standard, même si on sait que pour des raisons de mode, ces assiettes, elles ont tendance à grandir. Ça, c'est une autre façon d'alerter aussi, en précisant bien qu'il s'agit d'une assiette de 24 cm et non pas une de 32. Parce qu'effectivement, réflexe classique, plus l'assiette est grande, plus on essaye de la remplir. Donc, un dispositif sur le digital et un dispositif sur les produits. On a plusieurs exemples, comme les céréales. Donc, ça, c'est placé sur le dessus des paquets de céréales. Et au moment où on ouvre la boîte, donc, on voit ces cuillères. Évidemment, on ne se sert pas forcément avec une cuillère à soupe. C'est un repère visuel qui distingue les quantités pour enfants et les quantités pour adultes. Le troisième point que j'aborderai, toujours sur ce repère visuel, c'est l'importance de donner des fourchettes. Et plus on travaille sur ce sujet, puisqu'il y a toute une recherche qu'on entreprend avec un certain nombre de personnalités extérieures, à la fois pour bien définir les modèles et bien définir ces repères visuels, comment est-ce qu'on peut aller dans ce bon sens, on se rend compte qu'effectivement, offrir une échelle est important parce que finalement, c'est la famille qui va décider. On ne sait jamais, nous, si c'est un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans ou un ado qui va consommer. Donc, on va donner juste ces repères pour des tranches d'âge, enfants de façon extrêmement générique et adultes. Si on arrive déjà à orienter et à guider le consommateur avec ses échelles, ça lui laisse aussi une part de responsabilité. Et ça ne veut pas dire qu'on reporte la responsabilité, ça veut dire qu'on leur laisse le choix pour ne pas être dans l'injonction. Et je crois que ça, c'est un point clé que vous avez souligné aussi. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'effectivement on met ces repères visuels et on travaille beaucoup ces repères visuels? Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, le visuel est un point clé pour aider les consommateurs à comprendre. Donc, c'est la volonté de simplifier et de renforcer l'information qui est apportée aux consommateurs qui nous a poussé à nous engager sur le Nutri-Score. D'abord parce que c'est un système crédible sur lequel les consommateurs reposent la confiance des consommateurs, et même s'il résonne au 100 grammes, c'est un élément clé pour les guider. Mais il ne serait complet
que si on fait cette information sur les portions, parce qu'effectivement, c'est dans l'assiette que ça se passe. Et pour guider dans l'assiette, il faut bien parler à un moment donné des portions. Donc pour nous, travailler à la fois sur, on va dire, les choix alimentaires dans une même catégorie de produits avec des Nutri-Score, et éduquer sur les produits, sur chaque catégorie de produits à la portion, c'est peut-être le moyen de guider le consommateur vers une meilleure compréhension de l'équilibre alimentaire pour le consommateur. Voilà la démarche que nous avons voulu mettre en place. Merci beaucoup, Sylvie. On voit également parfaitement comment vous avez voulu, enfin, comment vous cherchez à donner finalement des repères de consommation alimentaire. Alors, donc on voit désormais, me semble-t-il, assez bien ce que font les opérateurs économiques. On va maintenant entendre deux organisations professionnelles. Virginie Saumon, tout d'abord, qui vient du Syndicat français des aliments de l'enfance et qui va nous présenter un travail qui a été fait sur le site L'alimentation des tout-petits, sur les portions. Du coup, le secteur des aliments de l'enfance est une organisation qui regroupe les producteurs en fait, d'aliments destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, donc qui vont des préparations lactées aux aliments qui accompagnent la diversification alimentaire. Et le secteur est engagé de longue date en fait, dans l'accompagnement sur la bonne conduite de la diète de l'enfant. Depuis la première étude qui date de 1980, voilà, le secteur réalise une étude de consommation et une étude des comportements alimentaires qui reproduit tous les 7 à 8 ans, qui permet voilà, de tirer des enseignements et de voir aussi si les apports nutritionnels des petits sont satisfaits ou non. On a développé aussi un portionnaire. Néanmoins, le constat est là, c'est que les recommandations alimentaires ne sont pas toujours bien suivies et elles nécessitent voilà, davantage de pédagogie et davantage d'accompagnement. C'est sur la base de ce constat que le secteur s'est lancé dans l'élaboration d'une norme qui a été donc publiée maintenant, ça doit faire 2 ans, c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, comme dans toute norme, hein, c'est une commission multipartenaire hein, qui élabore le texte. Donc la démarche est double. Elle consiste à la fois en un symbole qui est donc appliqué sur les produits, qui va désigner le fait que le produit, qui soit d'ailleurs une denrée brute hein, ou une denrée transformée, répond bien à toutes les exigences tant de sécurité que de composition et du coup de la parfaite adaptation aux besoins spécifiques du tout petit de la naissance à 3 ans. Et en parallèle, une obligation d'information et du coup le lien avec le site Alimentation du tout petit dont on va parler juste après, qui donne en fait les conseils aux parents, aux professionnels de santé autour de la petite enfance pour adopter les bons comportements alimentaires. Du coup, pour vous présenter en quelques mots, donc ce site Alimentation du tout petit va préciser donc pour chacune des tranches d'âge, puisqu'on est sur une fenêtre de vie assez courte, mais avec une très grande évolution de grands changements en fait sur cette période-là sur la diète et donc on ne voit pas bien ce que c'est écrit tout petit, mais vous avez voilà, une fenêtre 0-4 mois, ensuite 4 à 6 mois, 6-12 mois, 1 an, 2 ans et 2 ans à 3 ans. Et avec du coup, sur cette période de vie, des besoins très spécifiques et du coup, une alimentation qui doit être adaptée à ces besoins. Donc pour chacune de ces fenêtres de vie, le site recense à la fois à quel stade de développement, en fait, notamment physiologique, l'enfant en est, quels sont à ce stade de vie ses besoins nutritionnels et comment ils doivent être satisfaits avec les besoins de nutriments, les apports caloriques, etc. Quelle est l'alimentation recommandée à ce stade du développement ? Et donc là, sont notamment donc développés pour chaque type d'univers, donc qu'il s'agisse du plat principal, des fruits, des produits laitiers, des produits céréaliers, et de l'apport lacté. Voilà, il y a une indication de quelles sont les typologies de produits, il y a des indications de grammage, puisque voilà, entre 4 et 6 mois, ou après entre 2 ans et 3 ans, les volumes et les besoins ne sont pas les mêmes. Et du coup avec des illustrations voilà, produits et de cas pratiques
Et vous avez donc des quantités recommandées. Et vous avez aussi un système d'astuces pour les parents. C'est comment, en fait, répondre à ces besoins nutritionnels, via quelle quantité, et comment agir sur la diète quand vous la préparez à la maison. Typiquement, par exemple, sur les apports en oméga 3, c'est de rajouter des cuillères d'huile de colza dans la préparation maison. Voilà, concrètement, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour terminer, je vais demander à Thierry Grégory, qui est directeur des affaires scientifiques et techniques de la FICT, qui est la Fédération des industries charcuterie traiteurs, de nous expliquer comment la FICT, depuis combien j'ai vu, depuis 1924. Eh oui, Eh oui. J'y étais pas. Hein. traite ces sujets. Alors, je ne sais pas si dès 1924, il y avait un sujet taille des portions, Alors, mais il l'est devenu. j'aurais pas imaginé ça, mais comme ce matin, on nous a beaucoup parlé des rations militaires. Un des premiers métiers des charcutiers, c'était de permettre justement aux rations d'arriver jusqu'aux militaires sous forme de produits qui se conservaient facilement. Et donc, je pense que ce problème a été pris en compte très tôt. Mais bon, je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas vraiment au courant. Voilà. Donc, je voulais tout d'abord vous présenter la profession. La profession, c'est environ 300 entreprises réparties sur tout le territoire qui fabriquent un grand nombre de produits très divers à base de viande, essentiellement à base de viande de porc. C'est des produits qui sont très en relation avec le terroir, souvent des produits à vocation loco-régionale. Et il y en a 350 des produits qui sont on a un recueil qui s'appelle le Code des usages, qui liste les conditions d'utilisation des noms de ces produits-là. Donc c'est des produits qui ont comme caractéristique commune d'être des produits à base de viande, donc il y a un certain nombre de caractéristiques qui leur sont communes. Beaucoup à base de viande de porc, donc on ne sera pas surpris de voir que, grosso modo, si le pourcentage de matière grasse va évoluer selon le produit, de 2 à plus de 40%, la répartition entre acides gras mono, poly et saturés sera à peu près constante dans les produits. J'ai donné un ordre de grandeur sur le tableau. Bon, ça peut varier en fonction de l'alimentation de l'animal, chez les monogastriques en particulier. Bien évidemment, ce sont des produits protéiques. Et puis, comme tous produits animaux, ils sont riches en un certain nombre de vitamines et de sels minéraux. Tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de degrés de liberté dans la formulation des charcuteries et qu'on a travaillé au niveau collectif à travers différents engagements qu'on a pris vis-à-vis des services publics, via le PNNS ou via le PNA, à optimiser nutritionnellement les produits, essentiellement sur 2 critères, le critère sel et le critère gras. En ce qui concerne le problème évoqué aujourd'hui, la portion, le premier travail que nous avons fait sur les portions est un petit peu ancien, il date des débuts des années 2000, puisqu'en 2007, on a publié un premier travail qui était effectivement basé sur le travail sur les portions données par le GEM RCN. Je prends ma note parce qu'effectivement, comme on le précisait tout à l'heure, c'est pas toujours facile à dire. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de donner aux entreprises un repère collectif pour déterminer leur portion. Qu'il n'y en ait pas qu'il y ait une portion à 30 grammes, l'autre à 50 grammes, qui aurait pu être un agent de différenciation marketing un peu faux et un peu trompeur pour le consommateur. Donc on a souhaité collectivement donner des lignes directrices aux entreprises pour définir leur portion. Alors ces portions, effectivement, elles sont en fonction du mode de consommation. Est-ce que c'est un produit que je vais manger plutôt en entrée ? Est-ce que c'est un élément du plat ? À quel moment je vais plutôt le manger ? Les charcuteries sont mangées quasiment en majorité, pour 50% au dîner, au déjeuner aussi pour une grande partie, puis un petit peu pour l'apéritif. On a tendance à considérer que l'apéritif se développe, mais ça ne représente aujourd'hui que 3% de la consommation. Donc on a comme ça des repères sur les portions qui sont liés également à l'âge, puisque le document du public le permet, enfants, ados, adultes et personnes âgées. Donc ça, c'est la première chose que nous ayons fait. Et puis, plus récemment, il est apparu des repères de consommation. Des repères de consommation qui sont liés à des travaux du CIRC, où on parle de 50 grammes de charcuterie par jour, mais plus récemment, et plus récemment en France, on parle de 25 grammes par jour. Donc aujourd'hui, la consommation moyenne des charcuteries en France est aux alentours de 40 grammes. Donc les annonces
les annonces publiques font qu'il y a une réflexion à mener pour permettre aux consommateurs d'avoir une consommation raisonnée de charcuterie, et puis surtout dans un environnement. Je rappelle que, enfin, je ne sais pas comment vous consommez les charcuteries, si vous en consommez, mais on gobe rarement une saucisse de Strasbourg. Souvent, elle est accompagnée au moins de pain, le jambon de même manière, on la mange avec de la purée. Donc, ce sont des produits dont les caractéristiques intrinsèques nutritionnelles doivent tenir compte également du mode de consommation. Et donc, c'est sur ce travail qu'on a mené une réflexion sur ce qu'on a appelé les idées bien dosées, hein, c'est-à-dire comment ces 150 grammes, 175 grammes de charcuterie hebdomadaire que nous préconisent les autorités, comment faire en sorte que ce soit un produit considéré par certaines populations comme un produit plaisir ou plutôt que pour d'autres populations comme un produit pratique et facile à manger, comment, selon les caractéristiques du consommateur, permettre cette consommation dans un environnement, ah oui, il y a une troisième, dans un environnement nutritionnel. Donc on a un certain nombre de caractéristiques de consommateurs qu'on a détaillées. Il y en a 6, elles sont au tableau. Et pour chacun, on fait des propositions de mise au menu de charcuterie en plusieurs portions qui représentent sur la semaine les 150 grammes préconisés. Et donc, effectivement, vous allez avoir des gastronomes donc, qui vont avoir des plats plutôt élaborés. Vous allez avoir également des gens plutôt pressés. Alors évidemment, la même personne peut être pressée la semaine et gastronome le week-end. Hein, donc chacun y prendra ce qu'il souhaite. Mais on pense que c'est une bonne voie pour démontrer que la charcuterie a sa place dans une alimentation équilibrée et diversifiée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, je vais te proposer de rester ici. Je vais peut-être vous demander toutes les deux, Patricia et Sandrine, de revenir ici, de sorte qu'on soit dans une coin. Et puis, Nikta, n'hésitez pas à vous rapprocher. Comme ça, on sera à peu près en table ronde. Évidemment, on va donner la priorité aux internautes, puisque notre public était comme ça aujourd'hui. Donc, je vais être assez vigilant aux questions qui apparaissent peut-être. Et avant, je vais en prendre une qui a été récurrente ce matin, en réalité. Et ça tombe bien, puisqu'il y a des industriels à côté de moi. La question que les internautes se sont beaucoup posées, c'est « Mais enfin, l'industrie alimentaire a-t-elle intérêt à limiter la consommation de ses produits ?» Voilà en gros ce qui taraude. Et donc quand on dit, je pense à vous, notamment Nikta, quand vous dites « Finalement, on a dessiné sur, en cas de caprice, des portions de 15 grammes », ça me rejoint. Enfin, c'est plutôt une question que j'aurais envie de vous poser à titre personnel. Moi, ça ne va pas me suffire. Donc, je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, donc je ne vais pas me limiter à une rondelle. Je vais en prendre au moins 2. Et est-ce que finalement, c'est la pratique usuelle ? Donc, première question, finalement, quand vous portionnez quelque chose, est-ce que vraiment vos portions ne sont pas ridiculement petites au point qu'on doive en prendre finalement plusieurs ? Moi, j'ai ce problème avec le chocolat depuis tout petit. Donc, les carrés de chocolat sont ce qu'ils sont, mais ils sont très petits. Et quand j'étais enfant, il me fallait traverser la tablette. Sinon, ce n'était pas une portion considérée comme suffisante. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et est-ce que finalement, quand vous dessinez une portion de fromage de 15 grammes, c'est réellement une orientation du comportement alimentaire pour tendre vers la consommation d'une portion à une seule ? Pour ce qui concerne notre position, en fait, on propose un certain nombre de choses aux consommateurs. Alors nous, on a pris nos portions, je dirais, en fonction de recettes qu'on a élaborées. On a pris quand on fait des lignes directrices sur les portions aux entreprises, on prend les références officielles. Donc, en fait, dans la profession, on décide peu des portions. On utilise les portions qui nous sont préconisées. Et donc, effectivement, il n'y a pas lieu de... Après, nous, ce qu'on pense également, c'est que peut-être que le mieux manger va orienter les consommateurs vers des produits peut-être plus qualitatifs. Donc c'est peut-être moins, mais de meilleure qualité. Et je pense que sur des produits comme les charcuteries, c'est tout à fait recevable. Il y a des produits de très bonne qualité qui peuvent être consommés, qui peuvent être pratiques, qui peuvent être
pratique et extrêmement bon. Donc non, il n'y a pas de contre-indication. Bien évidemment, je dirais, les volumes qu'on a connus il y a une dizaine d'années sont peut-être un peu derrière nous, mais peut-être qu'on se tirera plus vers des produits de meilleure qualité. Alors, qualité à plusieurs dimensions, bien évidemment. Moi, je parle plutôt des qualités organoleptiques, mais souvent, mais pas toujours, ça va de concert avec. Donc, en tout cas, pour nous, 15 grammes n'est pas une portion recommandée de la marque. Enfin, la marque n'a pas pour nous la mission de recommander une portion. Ça, c'est la mission des pouvoirs publics. La marque apporte juste un repère visuel pour que le consommateur prenne conscience du nombre de portions qu'il est en train de manger. Donc là, on a vu par exemple que effectivement, les gens prennent dans la majorité des cas 2 portions de 15 grammes, ce qui reste tout à fait en ligne par rapport aux recommandations. Mais par rapport à un produit qui n'a pas de repère visuel de portion, ils peuvent continuer sans prise de conscience. Donc c'est juste un repère apporté au consommateur et non pas, par exemple, pour minimiser les apports caloriques, etc. C'est pas vraiment, on ne dit pas manger 15 grammes de ça, mais on dit regardez 15 grammes de fromage, c'est ça. Là, vous avez pris 15 grammes, là, deuxième portion de 15 grammes. Donc c'est vraiment pour apporter un repère visuel incitatif pour mieux contrôler les quantités. Voilà, donc c'est vraiment pas pour dire que la portion de ce produit est de 15 grammes. On laisse la liberté de choix au consommateur, mais une aide par ces repères visuels implicitement à mieux contrôler les quantités. Oui, alors, juste un commentaire là-dessus, ça me paraît en réalité plus indicatif qu'incitatif. Parce qu'à partir du moment où comme moi, on va prendre 2 rondelles, on saura qu'on a mangé 30 grammes. Et ça ne sera pas une injonction ou une forme d'indication pour me dire que je devrais m'arrêter à 2. Si j'en ai envie de 3, j'en prendrai 3. Mais je saurais que dans ce cas-là, j'aurais consommé 45 grammes de produits. Donc dans votre démarche, il y a quand même une démarche qui vise à éclairer sur les quantités réellement consommées. C'est-à-dire après tout, le libre arbitre est celui du consommateur qui peut décider de manger tout le fromage qu'il en a envie. Mais en tant que tel, il saura, s'il est capable de faire la multiplication sans se tromper, il connaîtra parfaitement le poids de la portion qu'il a avalée, qu'il a mangée. Voilà, il y a un indicatif, mais aussi on a vu qu'avec l'étude chez le consommateur que la quantité consommée à chaque occasion de consommation diminue quand même. D'accord. C'est-à-dire que cette prise de conscience conduit à un meilleur contrôle. D'accord. En complément, j'aimerais ajouter ce point. Oui, évidemment, c'est notre première responsabilité, c'est d'indiquer les quantités. Les premières questions qu'on nous pose, nous, c'est effectivement quelles sont les portions à donner aux enfants versus les adultes. C'est très, très, très primaire comme question. Donc, c'est le premier devoir, c'est effectivement de donner cette idée. Puisque visuellement, les gens n'ont aucune idée des quantités qu'on peut mettre dans une assiette. Et je ne parle même pas de différence enfants-adultes, c'est quoi 30 grammes, c'est quoi 50 grammes de tel ou tel aliment. Donc ça, c'est le premier niveau de responsabilité. Maintenant, c'est une très bonne question que vous posez, qui est une question effectivement de plus en plus d'éthique d'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, on est quand même tous dans une approche de nutrition responsable. Et c'était des termes qu'on emploie de plus en plus. C'est une éducation aussi en interne qu'on pousse de plus en plus. On ne pourra pas éviter ces questions-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce programme Portion Guidance existe chez nous. C'est pour qu'il s'applique vraiment à tous les produits. Il y a une grosse réflexion sur le profil nutritionnel, et ça, je dirais, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est des améliorations qui sont portées tous les jours. Mais il y a aussi une façon de communiquer sur les quantités des produits. Alors, effectivement, on pourrait se poser cette question. L'arbre décisionnel, nous, il s'arbitre entre, effectivement, je dirais, le dur, la réalité scientifique, des besoins, les recommandations, et puis ce que pratiquent les consommateurs. Et la vision, elle est forcément locale. Même si on est un grand groupe, cette idée de portion, elle est appliquée dans tous les pays, mais parfois de façon différente. Je prends l'exemple de la pizza. La référence pizza en Allemagne, c'est une pizza entière. En France, non. Et ça, on le vérifie. Comment ? Eh bien, on fait des études pour voir les quantités moyennes que nos consommateurs nous déclarent utiliser. Et on essaye d'arbitrer.
Parce que si on est trop dans la référence scientifique, donc un peu dans l'injonction, on sait qu'on ne va pas être crédible. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la crédibilité de la portion qu'on recommande. Et comme il n'y a pas beaucoup de référentiels, c'est vrai que ce n'est pas si simple. Donc c'est un art décisionnel, et c'est les équipes nutrition chez nous qui sont en charge de ce sujet. Donc c'est des discussions, on ne le cache pas, mais elles doivent s'exprimer, arriver à un résultat qui va dans l'intérêt du consommateur. Et c'est pour ça qu'on le complète avec des programmes d'éducation qui sont plus ou moins complexes. Pour l'instant, on est sur ces repères visuels, parce qu'on sait que c'est la question majeure. Et puis, si on peut, on ira plus loin. Et c'est un sujet en perpétuelle réflexion qui va être certainement encore évolutif. Merci. Est-ce qu'on a des questions qui... Sandrine. C'était juste un commentaire, parce que ce matin, quand Pierre nous a parlé des seaux de pop-corn, je vais dire seaux, parce que récemment je suis allée au cinéma et en effet, mes enfants qui étaient avec moi ont pris chacun une part de pop-corn et c'était absolument énorme. Et donc, et comme on en a des témoignages là, est-ce que les industriels ont intérêt? Oui, ils ont vraiment tout intérêt. Parce que c'est un intérêt économique, c'est un intérêt de responsabilité, comme ça vient d'être dit. Hein. Donc, le fait de donner des points de repère sans injonction, des fourchettes, alors que justement ces repères-là, on pense que on les maîtrise tous, mais en réalité, même quand on est éduqué, hein, on a parlé d'éducation, enfin surtout de niveau d'études. Qu'on a un certain niveau d'études, est-ce que c'est si simple que ça de savoir quelle est la portion de viande à donner à ses enfants? C'est pas si simple que ça, et c'est pas aussi partagé, parce que les régulations sont pas seulement aujourd'hui en termes d'appétit, mais on l'a bien vu aussi dans les travaux présentés ce matin en façon de ce que l'on donne. Donc moi je pense que et sur tous les produits, il y a surtout pas de données d'injonction. Et je voulais revenir au GEM-RCN que vous avez présenté tout à l'heure. Je pense que ça a été un travail qui a été très important à la fois sur les portions et la variété aussi pour réintégrer dans les menus. En revanche, typiquement quand on a eu dans le cadre de Vivons en Forme l'occasion de travailler avec les personnels qui encadrent le repas des enfants, ils sont très perdus sur la portion. Hein. Donc Vive, c'est 250 villes, mais il y a 36 000 communes en France. Il y a du travail, et parce qu'aujourd'hui, ils ne sont absolument pas formés là-dessus, et c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait en fonction de la faim d'un enfant? Est-ce qu'on en force un à finir son assiette parce que pas de déchets, on lui dit en plus tu vas faire du déchet, puis tu dois finir ton assiette? Est-ce qu'on le force à finir sa portion? Est-ce qu'on le laisse, et comment on fait s'il a très faim, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment, dans l'intérêt de tous, des industriels, de la valeur donnée à l'aliment aussi, pour les industriels, comme pour des raisons de santé publique, à intégrer les notions de portion qui aujourd'hui le sont, à mon sens, trop peu, même s'il y a déjà eu des travaux de fait, mais trop peu à tous les niveaux, en restauration scolaire, en restauration tout court et ailleurs. Juste une précision, si je puis me permettre. Il ne faut pas oublier aussi, on parle des industriels, mais que les industriels représentent une part significative de l'offre alimentaire, pas la totalité, et c'est sur les produits industriels qu'on va trouver toutes les informations liées à la nutrition, l'étiquetage nutritionnel, évidemment, éventuellement les logos, informations qu'on ne va pas trouver tout à l'heure sur les pop-corn achetés en seau, fabriqués sur place dans le cinéma. Donc effectivement, l'industrie a quand même la caractéristique de donner beaucoup d'informations. Alors après certaines, on n'a pas le choix, d'autres, c'est une volonté de l'entreprise de le faire. C'est quand même à noter par rapport à d'autres sources alimentaires. Alors, sans que ce soit du tout une conclusion, il y a quand même quelque chose qui me semble ressortir de ces premiers échanges. C'est le fait que vous faites tous des choses manifestement sur ce critère, sur cette variable, taille de la portion, pour concourir à l'équilibre alimentaire, mais vous y associez toujours autre chose. Vous n'abordez pas cette dimension isolément. Vous la raccordez à des notions, c'était notamment le cas ce matin, de diversité alimentaire, donc en gros de répertoire alimentaire du consommateur. Et puis là apparaissent les fréquences de consommation aussi. Donc finalement, on voit une espèce d'ensemble quasiment indissociable de se dessiner, en fait, qui intégrerait, je me lance, certes,
ce sur quoi on a beaucoup travaillé depuis le début, c'est-à-dire la composition nutritionnelle des produits, les caractéristiques substantielles des produits, avec tous les travaux que vous faites, derrière la mise en œuvre du Nutri-Score pour changer de couleur, pour optimiser, etc., pour reformuler. Mais ça, de manière indissociable de la taille de la portion, elle-même indissociable des fréquences de consommation ou des orientations des fréquences de consommation, elle-même indissociable finalement de la largeur du répertoire alimentaire. Donc on est bien parti. On a bien fait d'ouvrir cette fenêtre aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une multitude de variables qui interagissent et qu'on va avoir à faire. Juste un point, si je peux me permettre, parce que je rejoins évidemment tout ce que tu résumes très bien, Daniel. Mais je crois que ce matin, on a vu aussi qu'il y a une dimension essentielle dans les indications de portions, c'est le plaisir. Je crois que vraiment, le plaisir de garder, le plaisir gustatif perçu, la façon de présenter les éléments de manière à ce qu'on puisse prendre en compte les travaux qui étaient présentés sur la façon dont, si justement on augmente le plaisir, on va faciliter une régulation aussi de la portion. Je pense que là aussi, il y a pas une responsabilité, mais je pense à un intérêt des industriels aujourd'hui d'intégrer dans les travaux de repère de portions ces notions-là, puisqu'on voit qu'elles sont extrêmement importantes et qu'elles sont source de régulation. Là où dans des pays, les États-Unis, au UK, ailleurs, on a tendance, alors que eux aussi, ils ressentent du plaisir, des humains comme nous, mais à oublier ces aspects-là. Je pense que c'est les travaux de ce matin que le fonds a permis de présenter montrent qu'il faut qu'on ait cette dimension-là de façon très importante. Oui, on la retient. Est-ce qu'Internet nous dit des choses? Oui. Alors, avec la loi Egalim et le repas végétarien hebdomadaire, que deviennent les fréquences en viande, poisson, œufs du GEM-RCN? Alors déjà, première chose, le GEM-RCN en fait, a été dissous en 2017. Depuis, il y a un nouveau groupe de travail qui est mis en place donc, dans le cadre du Comité national de la restauration collective et qui est sous la direction à la fois de la DGS et de la DGAL. Et donc, qui fait intervenir donc, différents profils également. Et donc, les repas végétariens donc, sont inclus dans ce qu'on a vu là, en fait, au niveau des fréquences par rapport au GEM-RCN, tout simplement parce que, même si ce sont des protéines d'origine végétale, ça reste des protéines de bonne qualité, de bonne valeur biologique. Donc, ça peut tout à fait s'inscrire dans les fréquences telles qu'on les a vues ici. Et pareil, au niveau du rapport protéines sur lipides, de toute façon, ça doit le respecter de la même façon. Une question pour Nikta Vagefi. Quid de l'impact écologique du packaging en cas de caprice versus la version traditionnelle? Tout à fait. Oui, ça c'est effectivement une bonne question. Après, il faut savoir que l'apparence du packaging est parfois trompeur, c'est-à-dire vous pouvez avoir d'apparence plus de packaging, mais en épaisseur moins de... Donc le poids du packaging n'est pas forcément beaucoup plus important que le format familial qui est un produit plus lourd, qui nécessite en fait plus d'épaisseur, même si on a l'impression qu'il y a moins de packaging. C'est-à-dire le ratio poids du produit, poids de packaging n'est pas forcément, ça explose pas en cas de caprice. Mais effectivement, c'est une bonne remarque et un paramètre à suivre, bien sûr. Après, plus généralement, si vous me permettez, il faut savoir que l'important du packaging, c'est où on le met après son utilisation et quelle est sa nature. Si c'est un emballage, si c'est une partie recyclable et qu'il va dans la poubelle jaune, il est destiné à être trié et recyclé. Et donc, voilà, quantitativement, on a bien évidemment intérêt à en diminuer la quantité, mais l'impact environnement devrait être assez limité. Oui. Alors, ce n'est pas forcément perçu comme tel par le grand public. Oui, je pense qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire entre le fait de faire des toutes petites portions à l'intérieur d'un gros paquet et le rapport produit sur emballage ne joue pas en la faveur finalement des petites portions. En tout cas, c'est perçu comme tel. Mais sans doute, ce qu'il faut dire, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si, à un moment donné, on ne sait pas faire autrement que d'utiliser abondamment de l'emballage, alors il faut évidemment à minima, faire en sorte qu'il soit totalement cyclable pour avoir un impact aussi faible que possible. Mais cette injonction contradictoire, elle est perçue comme telle par le grand public. C'est une des solutions qui est extrêmement intéressante.
Je pense qu'on a encore beaucoup à réfléchir, et notamment avec la montée du vrac, Oui. qui va nous poser de plus en plus, tout le monde, je pense, travaille et étudie des solutions vrac sur le principe même de la portion. Il va falloir se réinventer là aussi. Donc Et sur le tout n'est pas principe aussi fini. de l'information du consommateur également. Et surtout pour ça. Une autre question. Quelle part des consommateurs lit les informations sur les paquets? Quelle espérance d'impact réel? Alors, dirais là, le vide sidéral de la réponse montre qu'il n'y a pas grand monde qui le lit. Donc, ça dépend à quel moment. Et je pense qu'il y a des informations qu'on va... on a dit tout à l'heure que le choix en linéaire était un choix extrêmement bref. Par contre, on va peut-être davantage prendre connaissance de son étiquetage au moment où on range ou au moment où on utilise le produit. Et donc, ça servira plutôt pour l'achat suivant. Mais bon, c'est une impression que j'ai et je n'ai pas de données chiffrées à vous fournir. Le bac ne fait pas tout. C'est pour ça que le digital est aussi important pour éduquer. Après, il faut aussi que le thème soit porté par plusieurs acteurs. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, finalement, industriel comme collectif, comme éducateurs. Et c'est pour ça qu'on a aussi des outils, nous, dédiés aux professionnels de santé, qui sont interrogés aussi très bêtement sur la pratique. Et donc, on leur donne aussi des outils qu'ils utilisent ou pas, à eux de voir, pratiques pour faire passer des repères visuels. Et ce qui marche le mieux chez nous, c'est une photo d'assiette où vous voyez la même assiette avec la quantité de haricots verts, de steak, la taille, etc., en fonction des différentes tranches d'âge. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile pour faire comprendre le principe des portions. Voilà, alors, juste un point pour clore et pour répondre à l'internaute. Ce sujet de l'information produit, il y a vraiment deux situations. La situation de l'acte d'achat, proprement dite, qui dure 3 secondes, moins de 3 secondes même, c'est-à-dire tirer un produit du rayon plutôt que tel autre. Et puis après, il y a l'accès à une information produit. Très franchement, on y travaille. Je parle évidemment sous le contrôle de Pierre Combris. On y travaille notamment via la plateforme Numalim pour faire en sorte que cette information produit soit évidemment abondamment renseignée pour être très disponible. L'idée générale, c'est que de toute façon, le sens de l'histoire, c'est une information augmentée sur les produits et augmentée aussi sur les caractéristiques des produits. Vous savez, le consommateur, il est rassuré dès lors qu'il sait qu'une information est accessible. Il n'est pas rassuré s'il ne la trouve pas. Ça va de soi. Mais s'il finit par la trouver, il s'inquiète désormais beaucoup moins. Une autre question. Est-ce que... Allez, une question sur Internet et puis la tienne, Yvette. Est-ce que la réduction des portions va de pair avec une augmentation du prix au kilo de produits, ou y a-t-il d'autres réflexions pour les chaînes de valeur? C'est à vous. Cette question s'adresse. Je peux répondre très simplement. Le grammage du produit tel que vendu, il ne change pas. C'est l'indication de la portion sur le paquet qui guide le consommateur sur ce qu'il doit consommer. Mais le paquet, il ne change pas. Donc on ne cherche pas forcément à réduire la portion, on cherche à trouver la bonne portion. Et plus je crois que la norme n'est pas forcément évidente à faire passer sur un paquet. Donc il faut qu'on donne encore une fois des repères. Et ce mot-là, il est très important pour nous. Parce que sinon, on va être dans l'injonction et culpabilisé. Puis si effectivement la famille en question, les parents, ils connaissent très bien leurs enfants, donc c'est eux qui savent effectivement s'ils mangent pas ou assez ou trop. Donc à eux, au sein justement de ces échelles du mini-maxi, de trouver le bon repère, celui qui va convenir à l'enfant, au mari, à la femme, etc. Allez, on en prend une dernière. C'est toi, Yvette. Voilà. Donc c'est peut-être pour Sylvie ou plus largement. En fait, on voit depuis ce matin l'importance de la portion
Et de l'autre côté, tu as montré l'importance pour Nestlé d'afficher par exemple le Nutri-Score. Or, le Nutri-Score est calculé sur 100 grammes de produits et pas du tout sur la portion. Donc, comment on pourrait imaginer lier tout ça et avoir finalement un Nutri-Score sur une portion et non plus sur 100 grammes, ce qui est assez trompeur pour certains produits? Alors, c'est un système qui a été élaboré par les autorités sur des bases qui ont été largement discutées. On a participé au débat et aujourd'hui, effectivement, c'est un référentiel sur 100 grammes. C'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir les deux sujets. Là, ça sera un point de discussion. Il n'est pas conçu comme ça aujourd'hui. Nous, au niveau de la fédération, nous militons pour qu'on puisse avoir aussi un calcul du Nutri-Score sur des recettes que l'on donnerait. Parce que nos produits et beaucoup de produits alimentaires ne sont pas mangés, premièrement, tels que commercialisés. Ils nécessitent une préparation, une cuisson, une friture, qui vont en modifier relativement fondamentalement la composition nutritionnelle, souvent accompagnés d'autres éléments, en ce qui nous concerne des légumes, des féculents, du pain. Enfin, de toute façon, ce que vous mangez, ça ne correspond pas à ce que vous avez acheté comme charcuterie. C'est autre chose. Hein, votre petit salé aux lentilles, il a beaucoup moins de sel parce que la plupart est passé à l'évier. En plus, le reste a servi à saler les lentilles, etc., etc. Donc, bien évidemment, c'est une information qui peut avoir son intérêt, mais elle doit être peut-être complétée par des données qui vont ressembler à ce que le consommateur consomme. Il y a un projet au GECO, d'ailleurs, qui est à l'étude sur un Nutri-Score appliqué aux recettes. Donc, logiquement, ce modèle devrait être disponible fin d'année, peut-être avec un peu de retard dans les conditions Covid. Mais en tous les cas, il y a une réflexion en cours et on l'attend effectivement parce que c'est une façon de remettre en situation le Nutri-Score, oui. Puis, ce que je voudrais rajouter par rapport au Nutri-Score aussi, c'est que de toute façon, peu importe que ce soit donné pour une portion ou pour 100 grammes, puisque l'objectif, ça va être pour un même produit, en tout cas pour deux produits similaires, par exemple, on parlait de la charcuterie, pour 2 jambons, de choisir celui qui aura le meilleur Nutri-Score s'ils ont des Nutri-Scores différents. Mais ce n'est pas destiné à ce que les gens mangent que des produits verts ou des choses comme ça. Si c'est pris comme ça n'aura pas de sens. Oui, mais c'est pas comme ça que ça devrait être pris. En tout cas, Yvette, c'est vraiment une bonne question. Chez Savencia, nous avons trouvé une façon intelligente d'utiliser les différents indicateurs, en fait, pour aller au-delà des limites de chaque système, parce qu'aucun système n'est parfait. Le Nutri-Score a ses faiblesses. Après, il y a indice SIGA. Donc, pour notre nudge fromage et légumes, en fait, nous avons construit une assiette équilibrée selon les recommandations du PNNS, donc un peu comme ce que vous avez montré, 50% légumes, un quart aliments protéiques, mais mélange protéines animales, protéines végétales et céréales complètes. Donc, c'est vraiment validé par notre nutritionniste. L'assiette porte Nutri-Score A ou B. On a intégré aussi l'indice SIGA. Donc vraiment, on a associé plusieurs indicateurs parce qu'aucun système seul ne peut pas promouvoir une alimentation saine et durable au sens holistique du terme. Il ne faut pas rester au niveau aliments, nutriments. Oh là là, c'était 30 grammes, j'en ai mangé 32. C'est vraiment pas ça l'alimentation saine et durable. Et si on veut changer vraiment de manière durable les comportements, il faut intégrer le plaisir, la gourmandise, la notion de portion, la notion d'association des aliments, la notion végétale, animale, la notion de l'environnement. Donc vraiment, c'est compliqué, mais il ne faut vraiment pas se limiter à un Nutri-Score qui, par moment, en plus, a tendance à valoriser des aliments vides, c'est-à-dire des aliments très formulés, sans valeur énergétique, sans sucre, sans matière grasse. Et là, ils se portent très bien avec le Nutri-Score. Ils vont être étiquetés A ou B. Je ne sais plus, une personne qui disait « Oh là là, les enfants mangent un paquet de chips au goûter ». C'est ce que les pouvoirs publics disent avec le Nutri-Score, parce qu'un paquet de chips porte le Nutri-Score B. Donc il faut rester sur une vision holistique et ne pas se limiter à l'échelle nutriments ou à l'échelle
un seul aliment isolé en dehors du contexte global de l'alimentation. Merci Nikta. En fait, vous avez fait mon boulot. Vous avez livré une conclusion de cette journée qui est tout à fait parfaite. Permettez-moi quand même, si vous le voulez bien, et sans bouger, parce que je pense qu'il faut qu'on termine la journée, pas du tout comme on l'a commencé d'ailleurs. Pour tout vous dire, ce matin, j'étais assez inquiet devant l'organisation totalement inédite d'un colloque à huis clos, d'une table ronde par ronde, enfin voilà, donc tout était préoccupant. On termine cette journée riche, extraordinairement riche, avec l'étrange sentiment, oublié pour ce qui me concerne, qu'on était filmé. C'est totalement intimiste et c'était parfait. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu en réalité non pas un colloque, mais une discussion. J'ai personnellement adoré ce modèle. Je vous invite d'ailleurs très vite à en faire un autre. On trouvera bien un sujet avant la fin du Covid. Quand même, 2 ou 3 remarques, si vous le voulez bien, pour finir. Ce sujet-là, c'était une fenêtre qu'on ouvrait en dehors, comme l'a dit Pierre ce matin, de la seule problématique quasi obsessionnelle de la composition des produits qui, chemin faisant, nous amène à trier grossièrement entre bons et mauvais aliments. On voyait bien aux faces que ce n'était pas totalement suffisant pour s'alimenter correctement, cette affaire. Même si on est, et je le revendique très volontiers, l'organisme qui a mené à bien, avec votre concours, l'expérimentation en conditions réelles et l'évaluation des 4 logos nutritionnels. Franchement, il y a 7 ans, en relisant un peu ce qu'on avait écrit, j'avais trouvé quelque part qu'il ne fallait pas aborder l'équilibre alimentaire autrement qu'en reliant les 4 variables que je vous ai citées tout à l'heure, pas du tout fortuitement, c'est parce que j'ai relu hier ce qu'on avait écrit il y a 7 ans. Je crois quand même qu'on a vu ce matin qu'il y a un foisonnement insoupçonnable de recherche sur la portion. C'est tout à fait étonnant. J'ai été vraiment bluffé. On voit aussi une multitude de travaux d'entreprises ou d'initiatives privées qui visent à donner des repères pour déterminer ce qu'est finalement la portion que chacun estime devoir être la sienne. Mais on voit en miroir et comme une espèce de contradiction le fait que le grand public et par-devers lui les politiques publiques ne se sont pas appropriés ce sujet. Il y a un point que je n'ai pas relevé tout à l'heure. Vous avez dit, finalement, le Nutri-Score est calculé sur une base de 100 grammes. Mais je vous signale quand même que cette base de 100 grammes, elle était supposée recouvrir l'idée, ça ne vient pas de nulle part, que c'était une espèce de portion type. C'était supposé représenter quelque chose qu'on était censé ingérer. Sauf que l'ennui, et vous l'avez soulevé, c'est qu'il y a des tas de produits qui ne se mangent pas à hauteur de 100 grammes. Donc il faut faire des règles de 3. Et évidemment, on a l'impression qu'on surdose complètement la portion individuelle dès lors que le produit fait 25 ou 30 grammes. Donc, la tentative des pouvoirs publics est assez loupée sur ce critère. On ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'il me semble que les autorités publiques n'ont pas pris ce critère comme étant une variable sur laquelle elles peuvent agir. Et d'ailleurs, à la vérité, est-ce qu'elles le peuvent ? Eh bien oui et non. Oui, pourquoi ? Oui, parce que finalement, quand on parle de portions alimentaires, de taille de portion, chacun de nous voit parfaitement de quoi il s'agit. Je vous signale qu'on apprécie ce critère avec la vue, avec principalement un sens. Donc tous les gens qui voient la portion. Et je vous signale aussi, si vous l'avez oublié, que les critères qui sont, les attributs qui sont directement perceptibles par le consommateur ne l'inquiètent pas. Ce qui le préoccupe, c'est ce qu'il ne voit pas. Et quand vous parlez de nutrition, il ne le voit pas. Parlez-lui donc de lipides, de glucides, de calories, ça ne se voit pas à l'œil nu.
de la même manière que les protéines prions ne se voyaient pas il y a 25 ans. Et donc, il a la trouille. Et donc, il n'a pas son libre arbitre. Et donc, il faut lui trouver des tiers de confiance. Pour la taille des portions, ce n'est pas le cas. On doit pouvoir faire percevoir à quelqu'un, un consommateur, si c'est beaucoup, pas beaucoup, trop, pas assez. Hein, c'est quand même à peu près ça l'enjeu. Pourquoi ? Parce qu'il a l'instrument de mesure en lui. Sa vue lui suffit. Alors, et pourquoi non ? Eh bien parce qu'essayez donc de demander ici quelle est la bonne portion de ci ou ça, à moi le premier, je suis totalement incapable de vous le dire. La notion de portion n'est pas stable. Elle ne peut pas l'être, parce qu'elle dépend d'une multitude de paramètres, de critères, qui varient quasiment d'un moment de consommation à l'autre, et qui varient des associations d'aliments que vous allez faire au cours d'un repas. Comment voulez-vous stabiliser un truc pareil ? Donc vous avez conclu que des normes, il n'y en avait pas, c'est vrai, quelques-unes auprès de ce truc imprononçable, je suis dyslexique, donc je ne sais plus, et quelques autres aussi, ici ou là, dans le PNNS, mais il n'y a rien, ou à peine. Les référentiels sont d'une grande pauvreté. Je pense qu'ils ne peuvent pas être, à ce stade-là, plus riches que ça. Donc, si je vais dans le droit fil de là où je veux atterrir, parce qu'à un moment donné, il faut conclure, je pense que les politiques publiques, à ce stade-là, ne peuvent pas plus que ce qu'elles proposent. Je pense en revanche, qu'il est possible d'aider le consommateur à mieux se repérer, parce que c'est bien ça le sujet. Je crois fermement qu'on réussira, grâce au numérique, grâce aux travaux de recherche qui se conduiront pour relier les 4 dimensions de manière beaucoup plus structurée que ça n'est le cas aujourd'hui. Répertoire alimentaire, taille des portions, fréquence de consommation. Je n'en cite que 3. Elles sont totalement interreliées. Il y a bien un moment ou un autre, on réussira à dégager ce qu'est la portion raisonnable. Et je pense qu'elle varie, on constatera que pour un même sujet, elle varie d'un moment à l'autre, elle varie d'une association à l'autre. Donc le consommateur a besoin de quoi ? d'OAD, d'outils d'aide à la décision. Je prends tous les paris aujourd'hui que les outils d'aide à la décision qu'on connaît, qui sont les applications de classement, seront totalement obsolètes dans 5 ans, même moins. Pourquoi ? Parce que finalement, le classement des produits à lui seul, autrement dit le tri entre bons et mauvais aliments, n'est pas suffisant pour se nourrir convenablement. Je crois qu'on va voir émerger des applications qui donneront, par exemple, la matérialisation en 3D de ce que sont 30 grammes de céréales de petit déjeuner dans le fond d'un bol. Et ces mêmes outils digitaux matérialiseront, visualiseront ce qu'est un complément de 120 grammes de lait. Et ainsi de suite. Donc on va entrer, je le crois, pour tout vous dire, je l'appelle presque de mes voeux, on va rentrer dans des applications, dans des outils de 2e génération. Ces outils de 2e génération, ce sont des applications beaucoup plus concrètes, beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus actives pour orienter le consommateur, qui, Dieu merci, restera encore à ses préférences, à ses choix, etc., etc. Et c'est bien ça l'essentiel, vous l'avez dit. Mais je crois qu'on va voir émerger ça. Et ce critère taille des portions, il n'est pris, je vais la citer aujourd'hui, que par une seule application, dont je connais le fondateur, c'est Kilocalmy. Vous irez voir. Cette application-là vous aide à matérialiser une portion. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit ce matin, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des biais de perception. Donc on ne met pas dans le mille. Donc quand on vous demande de mettre 30 grammes de céréales dans un bol, si vous regardez les distributions, c'est du n'importe quoi. Ça va de 5 grammes à 90. Donc il y a un moment donné où il faut des outils d'aide à la décision. Alors je crois qu'aujourd'hui, on aura fait une chose importante, c'est ouvrir cette fenêtre sur la taille des portions avec 2 axes, me semble-t-il. Le premier, c'est qu'il faut absolument valoriser les travaux scientifiques qui ont été déjà présentés, qui ont le mérite d'exister et qu'il faut prolonger. Il faut les continuer. Et finalement, il faut cheminer peut-être non plus vers la nutrition, mais vers l'alimentation personnalisée. Alors je vous livre une petite information, et c'est un scoop.
Le conseil d'administration du Fonds français pour l'alimentation et la santé a décidé il y a peu de temps de transformer le Fonds français pour l'alimentation et la santé en fondation reconnue d'utilité publique. Elle va s'appeler Fondalim. Et son premier fil rouge, ce sera celui-ci de la nutrition à l'alimentation personnalisée. J'espère bien qu'on aura la possibilité de se revoir, non seulement sur taille des portions, mais sur fréquence de consommation, sur répertoire alimentaire, etc., etc. Je veux terminer mon propos beaucoup trop long par une dédicace à l'attention de Florence Strigler. Ça fait 30 ans qu'elle œuvre dans cette maison, ou presque. Et elle a un nombre incalculable. Alors, ce matin, Pierre a cité le nombre de colloques, mais moi, je pense qu'elle a au moins 200 conférences scientifiques, ou pas loin. Et donc évidemment, cette conclusion, c'est un peu son œuvre. Et je la remercie infiniment du travail qu'elle a fait à nos côtés. Merci.